Le climat, une décision historique, on va en parler. Il s'agit de l'affaire peut-être la plus importante de l'histoire de l'humanité. C'est pas mes mots, mais c'est le représentant du Vanuatu, petit pays océanien qui a prononcé ça devant la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, c'est la plus haute juridiction de l'ONU. Et mercredi dernier, la plus haute juridiction de l'ONU donc, a rendu un avis. Les États ont, oui, des obligations juridiques face au changement et au dérèglement climatique. Et l'inaction peut constituer un manquement au droit international. L'ONU a été saisie par des États insulaires, donc des îles menacées, et la CIJ affirme que l'objectif, c'est de contenir le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Cet objectif, il doit être respecté et que les États doivent coopérer pour prévenir les dommages environnementaux. On va ensuite vous montrer une petite carte pour placer ces îles. Mais est-ce que tu peux nous raconter déjà d'où vient cette démarche? Parce que c'est assez intéressant. Ça vient à la base d'un petit groupe d'étudiants. Oui. En fait, donc, comme tu l'as dit, c'est une décision qui est historique, qui est très vaste, qui est très dure à comprendre. Il y a beaucoup d'informations. Le point de départ aussi de tout ça est assez important. Assez remarquable, je dirais. En fait, si tu veux, ça commence en 2019. Donc, c'est un petit groupe d'étudiants, une vingtaine donc, on le voit sur l'île, l'archipel du Vanuatu. Ils sont étudiants en droit à l'université de Port Vila. Et ils constatent quoi? Ils constatent qu'en fait, l'action climatique, au travers des COP notamment, ne va pas assez vite. Ou en tout cas, que les efforts qui sont faits ne sont pas assez importants. Le problème, c'est qu'eux, dans leur quotidien, voient chez eux que l'eau monte. En fait. La montée des eaux, c'est quelque chose qui se voit, c'est concret, c'est perceptible. Et donc, lassés par tout ça, lassés de voir que au niveau international, ça ne va pas assez vite, les décisions qui sont prises ne sont pas assez importantes, ils décident de monter au créneau, de se regrouper ensemble et de porter leur cause, qui est donc la cause des petits États insulaires, on va en parler après, au niveau juridique. Parce qu'en fait, il y a les COP, il y a tout ce qui concerne les négociations climatiques qui a lieu annuellement. Et puis, il y a tout le volet juridique. C'est sur ce volet-là qu'ils ont voulu se concentrer pour essayer de peser. Et ils ont réussi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, on part en 2019. Ils interpellent les autorités du Vanuatu qui, après ça, vont aller dans un cadre plus régional, donc qu'on appelle le Forum des îles du Pacifique. C'est en fait l'organisation de coopération internationale qui regroupe tous les pays indépendants de l'Océanie, et notamment d'ailleurs aussi deux territoires qui nous concernent, à savoir la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Donc ça, cette question, elle est portée au niveau régional. C'est une cause que tout le monde partage, parce qu'en fait, tout le monde, si tu veux, est sensibilisé à cette question, et tout le monde a ce problème qui est la montée des eaux, qui est un problème, encore une fois, très concret de disparition des États, quoi. C'est pas juste un... C'est très concret, c'est visuel. Et c'est très grave. C'est très grave. On parle de disparition des États, c'est quand même... Voilà. On parle aussi de jeunes qui comptent vivre quand même quelques années plus loin. Qui aimeraient que les vieux, si je puis me permettre, qui négocient dans les COP, se bougent un peu, quoi. Donc, c'est porté au niveau régional. Ça passe directement au niveau de l'ONU, au niveau de l'Assemblée générale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour internationale de justice, seule l'Assemblée générale des Nations unies peut la saisir sur une question de droit international. C'est-à-dire qu'elle va lui poser une question pour clarifier un point du droit international. Donc par ce biais-là, par le biais de l'Assemblée générale va saisir la Cour internationale de justice et va lui poser donc deux questions. La première, quelles obligations incombent aux États en matière de lutte contre le changement climatique? Et la deuxième, quelles sont les conséquences juridiques qui sont induites par ces obligations, notamment pour les États dont les décisions entraînent des dommages environnementaux irréversibles sur l'environnement. Donc, ces deux questions étant posées, on arrive, donc c'est 6 ans plus tard, à cette décision qui est historique de la CIJ, et qui montre quoi? Qui montre qu'en fait, que des jeunes se sont bougés dès le départ et que ça a produit ces effets-là à l'arrivée. Ça montre quoi? Ça montre que finalement, se battre pour le climat, c'est pas inutile. Alors, ça marche pas toujours, je sais, malheureusement, souvent c'est très difficile.
Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez inspirant dans cette lutte qui a été menée par ces étudiants-là, qui, encore une fois, sont très concernés par le problème et qui se sont emparés de ce sujet, quoi. Ils ont vraiment voulu provoquer leur destin, ils ont tout donné. Et 6 ans plus tard, ça a payé. Voilà. Donc parfois, les luttes payent. Là, ça a payé. Et surtout, on va en parler, ça va avoir beaucoup d'effets à l'avenir, quoi. Ouais, mais justement, parlons-en de ces effets. Parce qu'en regardant la décision, on se rend compte qu'elle n'est pas forcément contraignante. C'est l'ONU est susceptible de dire, enfin la CIJ est susceptible de dire, bon bah voilà, votre pays a trop pollué, vous avez manqué à vos obligations concernant le droit international, mais on ne peut pas vous punir. Alors j'ai envie de dire, est-ce que ça n'est que symbolique ou est-ce que quand même ça va avoir une portée concrète dans les années à venir ? En fait, une décision non contraignante, donc c'est une décision qui n'entraîne pas d'obligation pour les États, mais c'est une décision, comme tu dis, qui a une valeur symbolique, morale, politique. C'est quelque chose qui va marquer dans la coutume à terme. C'est quelque chose que voilà, c'est pas parce que c'est non contraignant que ça n'a aucun effet. Faut bien le comprendre. Ouais. C'est le 30e avis consultatif de la Cour internationale de justice depuis sa création, et surtout c'est le 5e avis qui est unanime. Sur un sujet comme le changement climatique, c'est quand même assez important de le souligner parce que ça n'arrive pas tout le temps, et c'est surtout un sujet qui est quand même encore en débat avec, pas sur le constat bien évidemment, parce que le constat tout le monde s'accorde maintenant pour dire qu'il y a un problème et qu'il y a une urgence, mais qu'il y a une unanimité des juges, des 15 juges de la Cour internationale de justice sur cette question, c'est quand même assez remarquable. Donc c'est pas contraignant, mais c'est ce qu'on a dit au début, c'est une décision historique. Parce que elle prend en compte beaucoup de paramètres. On va revenir, si tu veux, sur plusieurs points. Déjà, il y a un constat qui est fait, qui est important de refaire, je pense. C'est le fait de dire que la dégradation du climat, du fait notamment des émissions de gaz à effet de serre, c'est une menace urgente et existentielle pour la planète. Ce constat-là, ça paraît bête de le refaire en 2025, parce que, encore une fois, tout le monde est censé le partager désormais. Mais par les temps qui courent, c'est important de le rappeler. C'est important de remettre une pièce dans la machine et de dire, voilà, il y a une urgence. Et cette urgence, encore une fois, elle est concrète pour des millions de gens à travers le monde. Et donc, ce que fait la Cour en préambule, c'est de reposer ce constat en disant, voilà, cette urgence, elle est reconnue internationalement. Et maintenant, il va falloir faire quelque chose pour la juguler, entre guillemets, quoi. Donc, plusieurs choses. C'est très, très vaste. D'abord, elle reconnaît donc elle répond aux des questions dont on a parlé de l'Assemblée générale. Elle reconnaît que les États ont des obligations strictes en matière de lutte contre le changement climatique. Le mot strict, il a un sens. C'est-à-dire que c'est un parti pris. Comment dire ? Strict, ça veut dire que tu poses vraiment la barre haute sur ce qui va être demandé aux États à l'avenir sur ce sujet. Ça paraît évasif comme ça, mais c'est assez exigeant. Concrètement, donc, la CIJ, donc Cour internationale de justice, donc la plus haute instance de l'ONU juridique, déjà elle dit, voilà, les trois gros traités climatiques qu'on a aujourd'hui en vigueur dans le droit international, à savoir la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 92, le protocole de Kyoto de 97 et surtout l'accord de Paris de 2015, qui a 10 ans cette année, ces 3 traités actuellement ne sont pas suffisants pour lutter contre le changement climatique. Sachant que c'est des traités qui sont notamment aujourd'hui très contestés nationalement. Donc déjà, le constat il est important. La Cour va donner une valeur contraignante à ces traités. C'est-à-dire qu'elle va expliquer que pour les États sont obligés de respecter ces traités dans leur contenu. Et elle va même élargir la question à d'autres notions de droit international. Par exemple, donc tu as le droit de la mer, tu as tout ce qui concerne la qualité de l'air. Voilà, il y a plein de notions comme ça qu'elle englobe. Elle va élargir le champ pour avoir une base juridique vraiment très importante. Donc ça, c'est sur ces obligations-là. Et surtout, et c'est ça vraiment le cœur de la décision, c'est qu'elle va expliquer en fait qu'elle va ouvrir un droit à la réparation de principe, qui va être très complexe. Et donc là, on va en parler après, mais
On va voir à l'avenir quels effets concrets ça va donner nationalement. Mais pour l'instant, c'est très abstrait. Donc je lis juste le passage parce que c'est voilà. Les conséquences juridiques résultant de la commission d'un fait internationalement illicite peuvent inclure la réparation intégrale du préjudice subi par les États lésés sous forme de restitution, de compensation et de satisfaction. Donc ça veut dire en clair qu'à l'avenir, la Cour ouvre droit pour des États ou pour des entreprises d'être attaquées sur ce fondement parce qu'elles ne respecteraient pas ce cadre, parce qu'elles iraient à l'encontre, à travers leurs actions, leurs décisions, elles iraient à l'encontre de ce qui incombe pour lutter contre le changement climatique. Donc en fait, ça, c'est très important. On va voir à l'avenir, mais ce que ça provoque concrètement. Mais déjà, de poser ce constat, c'est la première fois qu'une instance aussi importante pose un constat pareil. En pratique, c'est très compliqué parce qu'en fait, il va falloir voir au cas par cas ce dont il s'agit. Oui, parce que les pays ne s'exposent pas aux mêmes soucis. Voilà. Le droit de la mer, par exemple, est très différent de... en tout cas, on nous pose une question dans le chat. On nous parle de est-ce que ce texte parlait des migrations climatiques? C'est Dapke48 qui nous pose la question. La notion n'a pas été abordée en tant que telle. Puis ça, c'est une notion en plus qui va monter aussi dans les années à venir. Quand on parle des petits États insulaires, par exemple, évidemment, c'est la question. Ouais. La question, c'est à savoir où vont aller ces gens. Parce qu'en fait, dans la réalité, on ne va pas faire baisser le niveau des mers dans les 20 années à venir, dans les 30 années à venir. Ça va continuer de monter, même si dès demain, des efforts considérables sont faits pour atténuer le réchauffement planétaire. Mais donc ça veut dire que ces gens-là, on ne sait pas où ils vont aller. Il va falloir savoir comment on fait concrètement pour les reloger. Il y a des accords qui ont déjà été mis en place. L'Australie, par exemple, il y a un traité qui a été conclu avec plusieurs États du Pacifique pour les relocaliser. C'est-à-dire, comme la perte de leur territoire est acquise, l'idée de cette perte est acquise, ces citoyens vont pouvoir devenir citoyens australiens. Alors c'est très complexe, c'est sous condition, mais on voit déjà des traités émerger avec des pays extérieurs à ce problème sur ce sujet. Mais encore une fois, les migrations, c'est quelque chose qui va venir petit à petit. Il s'agit pas... Alors, il y a des situations vraiment très critiques. Par exemple, au Tuvalu, le Vanuatu, pareil, c'est un sujet dont tout le monde parle tout le temps. Mais voilà, on va falloir voir petit à petit comment ça va se passer. Voilà, c'est très complexe en fait, parce que c'est des millions de personnes qui sont concernées, des territoires entiers qui sont enfouis. Enfin, ça va être très complexe. Et qui les accueille, dans quelles conditions, sous quel statut? Voilà, c'est encore assez flou. J'espère qu'on a répondu à ta question, Dapke48. En tout cas, ça va très vite. On a déjà passé un petit quart d'heure. Si vous avez des questions, déjà, on a parlé du protocole de Kyoto, on a parlé des accords de Paris. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin qu'on l'explicite? On est aussi là pour ça. C'est quand même fou que... j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a eu énormément d'essais qui ont été faits pour interpeller la communauté internationale par des jeunes militants. Aux États-Unis, en 2023, on a eu le projet Willow, qui était devenu un hashtag où il y avait plus de 2 millions de minutes par semaine, avec des gens qui interpellaient le président d'alors, Joe Biden, contre un projet de pipeline. On pense à d'autres projets de pétition. On pense à Vendredi pour le climat, mais j'ai oublié le nom en anglais, Friday for Future. Oh, for Future. Oui, j'étais en train de me dire for Climate. Est-ce que dans les milieux militants, c'est un vrai signe d'optimisme et comment c'est perçu? Ça, encore une fois, on va le voir dans les semaines, les mois, les années à venir. Est-ce que ça va entraîner un rebond? Parce que c'est vrai que, encore une fois, c'est pas... Enfin, par les temps qui courent, être militant pour le climat, c'est pas facile. Il y a quand même beaucoup de recul au niveau international, avec notamment le retour de Trump à la Maison-Blanche. Des climato-sceptiques à la tête des États. Qui ont un véritable impact. Il est assez symbolique en réalité. Concrètement, on n'a pas encore trop de recul là-dessus, mais il porte un vrai coup dur depuis quelques années. Il faut aussi
il y a le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais ça a commencé avant. D'ailleurs, même au niveau européen, avec le détricotage du pacte vert européen, tout un ensemble de mesures qui ont été détricotées par la droite européenne. Voilà, ça s'est passé avant, donc ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Pour les militants climat, je pense que encore une fois, c'est un exemple qui est inspirant. Je pense que ça va remobiliser. Puis ça va redonner aussi un nouvel élan dans cette lutte. Ces dernières années, les COP aussi ont été beaucoup critiquées. Ouais. Et d'ailleurs, la première critique qui est s'aimée, c'était de dire que comme les décisions, les accords qui sont conclus à l'issue des COP ne sont pas contraignants, donc en fait, entre guillemets, ça sert à rien, ça sert pas du tout à rien, c'est très important, faut savoir nuancer. Mais cette critique, on peut l'entendre et elle existe, elle est de plus en plus forte. Ce que certains analystes ont pu dire là ces derniers jours après cette décision de la CIJ, c'est que on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, que ça redonne un nouvel élan. Et puis à la fin de l'année, il y a la COP30 au Brésil, à Belém. Donc j'y serai, alors c'est pas sûr encore, mais on va faire en sorte que je puisse y aller. Spammez le chat pour qu'il y aille. Comme ça, on t'appellera de là-bas. Dites-leur. Ouais, tu te lèveras à 4h du matin pour être bon sur nos horaires, mais on t'aura sur l'international. Il n'y a pas de souci. Non, dans ce contexte-là, donc la décision elle intervient en juillet, on est à 4 mois de la COP. C'est très important ce qui vient de se passer. Ça va forcément redonner un nouvel élan. Ça ne veut pas dire que ça va changer le monde, que ça va révolutionner les choses. Mais c'est un cadre super important pour les militants climat et pour les défenseurs de l'environnement, parce qu'on va pouvoir se fonder là-dessus. C'est vraiment un corpus juridique très puissant qui va à l'avenir sur des décisions concrètes, sur des affaires concrètes. Par exemple, essayons d'être concrets sur... Par exemple, un projet d'extension de puits de pétrole dans tel ou tel pays, ce projet va être attaqué en justice par notamment des ONG de défense de l'environnement. Elles vont pouvoir se fonder sur cette décision, sur cet avis consultatif, pour dire, vous voyez, ce projet contrevient aux obligations des États en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, ce projet ne peut pas se faire et il incombe aux États de le stopper. Parce qu'en fait, ce qui se passe en filigrane, c'est il faut abandonner les énergies fossiles le plus tôt possible, en vertu, encore une fois, des traités climatiques internationaux, c'est pas moi qui le dis. Et donc, de ce fait, si on veut aller vers cet abandon pour limiter le réchauffement planétaire, on ne peut plus accepter de nouveaux projets d'hydrocarbures, on ne peut plus accepter ce genre de projet. Et juridiquement, ça va avoir des conséquences. Mais encore une fois, il va falloir voir au cas par cas. Il n'y a pas de logique comme ça unique. C'est au cas par cas que ça va se passer. Mais ça bâtit un socle. Ça bâtit un socle important, un socle qui a un certain écho auprès des juges. Mais dans chaque État, il faudra voir comment ça se traduit, quoi. Voilà. On va te laisser dans pas longtemps. On a juste le temps pour une toute dernière question. Je remets ton article ici, et puis Dianis vous l'a mis dans le chat. Je vous invite à aller le lire. Comme ça, vous en saurez un peu plus. On le dit souvent chez nous, mais en tout cas, les pays les plus pollueurs et les plus émetteurs en gaz à effet de serre sont les pays les plus riches et ne sont pas les premiers à subir les effets du dérèglement climatique. Et là, le fait que ce soit un petit pays d'Océanie, bon, avec quand même... tu nous as parlé des petits pays insulaires de l'Océanie, mais c'est un petit peu j'ai envie de dire une petite victoire de David contre Goliath. Est-ce que voilà, on sort un peu du factuel, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres États qui peuvent suivre cette voie-là et revendiquer des choses beaucoup plus concrètes pour ces États océaniens puisque comme tu l'as dit, on voit en fait la plage reculer et c'est très concret et on se demande sur quelle plus grosse île on va pouvoir aller vivre autour de nous. C'est hyper concret. Tu parles là que des États d'Océanie. Oui, qu'on ne connaît pas bien et qu'on ne connaît pas bien ici. On parle souvent de Kanaki, mais surtout pour des choses politiques, quoi. Mais voilà, je vous remets à l'écran. Mais c'est vrai que quels sont, on va dire, les enjeux climatiques très concrets que vivent ces États ? Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans les mois à venir, dans les années à venir. Il y a les constats qui sont posés sur la montée des eaux, on a des données très précises là-dessus.
Euh, Maintenant, il va falloir voir comment ça se passe. Ce qu'on peut envisager, c'est que ces États, par la suite, saisissent des instances internationales sur cette question pour demander réparation. Mais encore une fois, ça se fait au cas par cas. Puis, pour en revenir à la décision de la CIJ, ce qui est important, c'est ce qu'elle dit notamment, c'est sur le fait qu'il faille un lien de causalité direct et certain qui soit établi entre le fait illicite, à savoir l'émission, en fait c'est ça, c'est l'émission de gaz à effet de serre pour un État, notamment les États les plus pollueurs, et le préjudice subi. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué à prouver. Enfin, pas très compliqué à prouver, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? Ça veut dire qu'on attaque quel État? Tu vois, c'est quel État est concerné, quel État est victime, quel préjudice est reconnu? Parce que le préjudice, il existe. Montée des eaux, disparition du territoire, c'est un préjudice énorme. Mais qui on attaque? Est-ce qu'on attaque la France? Est-ce qu'on attaque les États-Unis? Est-ce qu'on attaque l'Allemagne? Enfin, tu vois, c'est très complexe. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça... Je pense qu'on va en reparler au niveau vraiment local, sur des luttes locales, aux États-Unis, sur les projets d'hydrocarbures, mais aussi ailleurs, hein, dans d'autres pays, en Indonésie notamment, en Asie du Sud-Est. Ces questions-là sont très importantes aussi. Mais voilà, au niveau mondial, vraiment sur l'ensemble des États insulaires, alors bien sûr, il va y avoir des suites. Je pense qu'ils vont continuer à monter la pression. Ils seront présents à la COP en masse pour continuer à porter leur cause. Mais voilà, concrètement, pour l'instant, c'est difficile de savoir ce que ça va donner, quoi. Merci beaucoup d'avoir été Merci à là. toi.